8 personnalités en quête d'avenir, des podcasts de Sorbonne Université. Le dernier webinaire de cette série propose une discussion sur l'Europe, et plus particulièrement sur la place de la science et de la culture dans la construction du sentiment d'appartenance à l'Europe auprès des nouvelles générations. Pour en parler, 2 invités qui ont accepté de dialoguer et que je remercie. Côté Sorbonne Université, nous avons avec nous Serge Vdida, vice-président de Sorbonne Université pour le développement international, professeur d'informatique et chercheur. Vous allez notamment pouvoir évoquer le projet de réseau d'universités européennes porté par Sorbonne Université avec 5 autres institutions européennes. Et puis face à vous, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel de Marcimota. Emmanuel de Marcimota, vous êtes directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne à Paris. Et puis vous avez toujours eu à cœur de favoriser les échanges culturels européens en accueillant des artistes européens, en mettant en scène des auteurs européens notamment. Merci à tous les deux. Et commençons les échanges avec la question des valeurs européennes. Emmanuel, qu'est-ce qu'être européen aujourd'hui ? Et pour garder à l'esprit le thème de cet échange, en quoi la science et la culture sont fondamentales pour construire le sentiment d'appartenance à l'Europe ? Peut-être, je dirais à titre personnel, la première chose quant à la question de l'Europe et de ses valeurs, c'est d'avoir une pleine conscience pour trouver des valeurs qui sont celles du présent, mais aussi celles de l'avenir à construire, d'avoir une pleine conscience de notre histoire, de cette Europe déjà du XXe siècle et évidemment de savoir quand même qu'est-ce que c'est que cette Europe des siècles passés. Donc cette idée de l'Europe, il faut aussi la regarder sur une Europe récente. Je peux parler de l'Espagne, on peut parler de la Grèce, de tous ces pays qui ont connu finalement la naissance de régimes de démocratie, je dirais récemment. Et souvent, quand on est français, on a une tendance à l'oublier, puisque la question de la République et de la démocratie est considérée comme quelque chose d'ancien. Eh bien non, il est important de se souvenir que notre Europe est constituée aussi de jeunes démocraties qui font une expérience de la vie démocratique depuis peu de temps quand on regarde, je dirais, l'ensemble de cet espace au cours du XXe siècle. Voilà, ça c'est en préambule. Donc être européen, je dirais, pour moi, c'est aussi avoir une mémoire personnelle, mais aussi être capable de savoir dans quelle histoire et à quel moment de l'histoire nous en sommes dans cette idée de cette construction européenne et comment est-elle faite du point de vue démocratique. La deuxième chose, c'est que si on regarde aujourd'hui dans le présent, qu'est-ce qu'est notre Europe aujourd'hui ? Comment est-elle constituée à partir de ces accélérations, je dirais, depuis plus de 20 ans maintenant, de ces réseaux qui ont été institués, de ces volontés de créer des nouveaux réseaux, on y reviendra justement pour l'avenir. Si je prends un exemple, en France, il y a eu la création en 1981 d'un théâtre de l'Europe, place de l'Odéon, ce qu'on appelle le théâtre de l'Odéon, place donc théâtre de l'Europe. Ce théâtre, c'est une volonté politique, puisqu'en 1981, ce théâtre s'appelle Théâtre de l'Europe, avant même que le Portugal soit rentré dans la CE, ainsi que l'Espagne, dans la communauté économique européenne. Donc, il y a bien là l'idée que la culture, à travers des auteurs, des penseurs, je dirais des intellectuels, des artistes, puisse se retrouver dans un espace qu'on va nommer Théâtre de l'Europe au sein d'une ville comme Paris ou en France. D'autres pays d'Europe ont tenté de construire des théâtres de l'Europe, c'est-à-dire un lieu qui finalement permet de réunir cette pensée-là et ces échanges, de mettre en place et comment favoriser ces échanges européens. D'autres exemples pourraient être donnés, il y en a beaucoup dans le secteur de la culture et des arts, de la volonté justement de créer ces réseaux européens, cette fois non pas seulement un lieu, mais ces réseaux européens pour tenter de définir des valeurs européennes qui nous seraient communes. Et qui soient faites sans arrogance par rapport à d'autres pays du monde et qui soient en dialogue avec le reste du monde. C'est-à-dire une Europe qui, défendant, je dirais, des grands principes, on peut en prendre aujourd'hui, la question de l'égalité, la question de la parité, la question de la diversité, des nouvelles relations à instruire, ce rapport entre les femmes et les hommes, comment peut-il être défendu au sein même de l'espace européen et en dialogue avec d'autres pays du monde. Donc, ce sentiment européen est fait, je dirais, de plusieurs facettes, mais il y a aussi alors la question des langues, mais je ne voudrais pas être plus long, je ne voudrais pas mobiliser, il y a cette grande question aussi de la question des langues au sein de l'espace européen, de la diversité de ces langues qui font notre communauté européenne et qui font ce pluralisme des langues, cette pluralité au sein de l'espace. Donc voilà, donc vous voyez, c'est une question qui est très large, la vôtre, très complexe. Moi, je la situe du point de vue de la temporalité.
Pour vous, Serge Bdida, ces valeurs européennes communes, quelles peuvent-elles être? Ce qui vraiment importe pour nous, au travers justement des idéaux universitaires et de la diffusion de la science de manière générale, c'est effectivement de comprendre comment est-ce qu'on peut y contribuer. Comment est-ce qu'on peut y contribuer au développement, à la dissémination effectivement de ces valeurs européennes, donc démocratie, tolérance, pluralisme, liberté, égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc tout ça, pour nous, se traduit à la fois en termes de réflexion sur des éléments de nature un petit peu plus politique dans l'espace, en particulier de l'enseignement et de la recherche, mais aussi vraiment ce qui nous importe, et j'essaierai d'en donner quelques illustrations tout à l'heure, c'est de comprendre comment on peut y contribuer de manière pratique également. Comment est-ce que on peut engager nos communautés? Donc nous, on a la chance effectivement à Sorbonne Université, avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, je les représenterai tout à l'heure, de pouvoir mobiliser pratiquement 300 000 étudiantes et étudiants, à peu près 50 000 personnels, enseignants-chercheurs, personnel administratif de manière générale. Et donc, la question, c'est comment est-ce que on peut animer cette communauté pour faire en sorte, effectivement, on les insère assez tôt dans cette réflexion commune qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel, parce que c'est vrai que en grande partie, il y a une conscience relativement limitée encore de cette appartenance à l'Europe. Et donc, on essaie de développer ensemble tout un ensemble d'activités, d'actions très concrètes, j'en reparlerai tout à l'heure, qui contribuent effectivement à cette idée d'humanisme et d'universalité que l'on souhaite développer au travers de l'Europe. Donc, en gros, le mot principal, c'est à partir effectivement de tout ce qui nous engage dans l'Europe, comment est-ce qu'on peut le transformer en actions concrètes qui sont perçues par nos communautés de manière à ce que ça s'installe effectivement, Emmanuel l'évoquait tout à l'heure, dans un futur auquel ils peuvent contribuer. Précisez-nous simplement, avant de poursuivre, les 5 autres universités avec lesquelles vous êtes engagés pour développer ce partenariat d'universités européennes. Ces 5 autres universités, donc on les a construites en réalité avec une démarche très politique, même si derrière, il faut que ça soit adossé à du concret, c'est-à-dire à des coopérations en sciences, à des missions effectivement de formation, au dialogue avec la société et à l'innovation. Donc, couple franco-allemand, Sorbonne Université, l'université de Heidelberg. Nous sommes tous des universités de recherche intensive. C'est important. Il y a à la fois une similarité entre nos établissements, mais il y a aussi une très grande diversité. Et donc, on voulait aussi éviter ce débat perpétuel entre excellence et inclusion. Évidemment que nous avons cet objectif d'être le plus inclusif possible, et en particulier d'éviter ce débat avec les pays d'Europe centrale. Et donc, nous avons intégré très tôt 2 autres établissements qui sont l'Université de Charles à Prague, qui est une excellente université de recherche, et l'Université de Varsovie à Varsovie. Et enfin, pour compléter, en particulier pour avoir une couverture plus large, même si elle est peut-être jamais assez large, je sais bien qu'il manque un certain nombre de territoires et de régions, mais nous avons intégré l'Université de Milan au sud et l'Université de Copenhague au Danemark, ce qui fait que nous avons aujourd'hui 6 universités de recherche intensive dans leurs aspects communs et dans leur diversité. C'est effectivement ces 6 universités qui permettent de mobiliser à peu près 290 000 étudiants. Comment on œuvre pour inclure justement cette jeunesse européenne pour que les gens se sentent européens? Alors, c'est effectivement un sujet sur lequel on a conduit une réflexion depuis plusieurs années, avec à nouveau l'idée que être une université européenne pour nous, et je ne sais pas si c'est évident, mais en réalité, c'est assez original. Il y a très peu d'universités, même si ça progresse depuis quelques années, mais il y a très peu d'universités qui s'inscrivent délibérément dans une réflexion sur la construction de l'Europe, en tout cas pour les domaines qui sont les nôtres, et aussi sur une mise en pratique de façon à pouvoir justement développer cette conscience européenne et le partage de ses valeurs. Donc que ce soit des questions autour du multilinguisme, autour par exemple aussi de l'engagement social, de l'esprit critique,
et de les intégrer directement dans les formations. Donc nous, ce que nous avons choisi de faire, c'est de développer une réflexion commune entre les 6 établissements qui permettent d'engager à la fois nos étudiants, mais également nos enseignants-chercheurs et nos personnels administratifs, parce que nous ne séparons jamais les questions de recherche et de formation. Et donc, on a décidé de se mobiliser, parce qu'on ne peut pas travailler sur tous les sujets en même temps, mais on a décidé de se mobiliser sur 4 grands thèmes, de manière assez proche des questions qui sont autour des grands enjeux sociétaux, sur en particulier des questions liées à la santé, à l'environnement, à la transformation numérique et à l'Europe dans un monde en pleine évolution. Donc sur ces questions-là, nous avons, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, donc à la fois nous préparons des curricula entre les 6 universités qui sont caractérisés par un certain nombre d'objectifs en termes de compétences. Et c'est dans ces compétences-là que nous avons des programmes dans lesquels on va avoir des actions spécifiques sur la citoyenneté européenne, sur le multilinguisme dont je parlais tout à l'heure, sur l'engagement social, donc sur un certain nombre d'éléments de valeur qui nous semblent fondamentaux d'ancrer dans les curricula que nous développons. Et puis, nous accrochons cela évidemment à une dimension autour de la recherche, sur laquelle je pourrais revenir tout à l'heure, ce qui est assez original. Donc, les étudiants sont partie prenante et de la gouvernance de cette université européenne, mais aussi, par exemple, de la réflexion pédagogique. On essaie de développer des curricula qui sont évidemment inclusifs, mais aussi plus personnalisés. Et on les associe aussi, évidemment, au travers d'actions culturelles entre les établissements et cette idée derrière de la circulation. Le maître mot de notre université européenne, celui par lequel on a commencé, c'est que nous souhaitons, au travers de cette organisation, développer une circulation libre pour les étudiants, les personnels et les chercheurs, et les données, et etc. Donc, et en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, alors que c'est ça qui va effectivement permettre cet échange culturel. Bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur d'autres éléments qui nous rapprochent peut-être avec ce que Emmanuel a développé dans son champ. Emmanuel de Marcy-Motta, vous avez créé plusieurs projets comme ça au Théâtre de la Ville, vous allez peut-être nous en reparler. Je pense au Chantier de l'Europe, je pense aussi à la Charte 1821. Parlez-nous de ces projets pour inclure la jeunesse européenne. Merci. Juste pour faire le lien avec ce que Serge vient de dire, je pense que le dernier point sur lequel il a insisté, puisque c'est extrêmement concret pour nous tous, c'est cette nécessité de défendre cette circulation libre. Et vous savez combien c'est une question qui revient dans beaucoup de pays européens aujourd'hui par des montées, pour nommer les choses, de pensée nationaliste avec cette problématique. Et je pense que l'on soit dans le champ de la recherche universitaire, dans le champ de la recherche artistique, dans le champ du monde de la jeunesse étudiante, etc., cette question, elle est fondamentale. Donc, pour répondre à votre question pratiquement, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons mis en œuvre, qu'est-ce que j'ai voulu tenter de mettre en œuvre rapidement. Je ne vais pas m'y étendre. Alors, la première chose, c'est que nous avons, et j'ai lancé ce projet avec nos amis en Italie, il fallait absolument relancer un chantier pour l'Europe. Donc, on a intitulé cela tout simplement en 2010, il y a maintenant 10 ans, 2010-2011, ce temps qu'on a intitulé Chantier d'Europe. Alors, Chantier d'Europe, qu'est-ce que c'est en 2 mots ? Je pense que son nom, je n'ai pas besoin de le commenter plus. C'est l'idée que cette Europe, elle est en chantier et que nous n'aurons jamais une Europe terminée. Que l'Europe sera aussi un espace vivant qui avancera, reculera sur certains points en fonction du point de vue et d'où l'on regarde, je dirais, comment les choses évoluent. Ce chantier, c'est la venue, donc la première chose, la circulation libre des artistes pour faire connaître dans des espaces de théâtre, mais aussi avec des universités, des artistes, des intellectuels, des penseurs, des chercheurs qui peuvent se retrouver, croiser. Donc c'est un temps interdisciplinaire, comme on dit, qui n'est pas refermé que sur la problématique de la diffusion artistique, il y a la présence d'œuvres. Il y a évidemment un premier socle, pour être pratique, qui est notre cahier des charges, si vous voulez, présenter des œuvres artistiques,
de différents domaines artistiques. Donc, danse, théâtre, musique, art plastique, pendant un temps que nous avons décidé au mois de mai et juin tous les ans. Deuxièmement, un temps qui permet d'inventer des liens nouveaux, un temps d'expérimentation, un temps, je dirais, où le résultat immédiat de la fréquentation, ce que nous devons garantir tout le temps, en fait, comme dans un lieu de théâtre, de la fréquentation de nos recettes, soit pas la priorité. C'est un temps où un autre modèle est possible pendant 1 mois, 2 mois, qui est un temps de l'expérimentation, de la découverte, du questionnement, dans la démarche artistique, mais aussi dans le lien avec des scientifiques. Ce temps a abrité petit à petit aussi une nouvelle étape a été constituée, puisqu'il a abrité la possibilité d'un dialogue entre la science et les arts, à travers en particulier le domaine des neurosciences, de l'astrophysique, donc des questions de physique, mais aussi de biologie. Et c'est là-dessus que nous renforçons depuis 3-4 ans volontairement cette passerelle qui me semble moi, absolument prioritaire à titre personnel. Ce chantier d'Europe, c'est un temps pendant 2 mois de circulation d'artistes de tous les pays européens. Nous préparons, les 2 dernières éditions ont été littéralement pulvérisées par le virus. Donc c'est aussi un sujet intéressant de voir que ce virus que nous devrions mépriser au départ, ou que nous avons méprisé, a réussi à pulvériser ce travail finalement, y compris la circulation dont on a parlé des artistes qui n'ont pas pu alors se déplacer, non pas pour des raisons de sécurité territoriale. Après les attentats, il y a eu des lois. Maintenant, il y a des lois aussi à cause du virus. Voilà. Donc, ce risque de repli aussi sur soi, on voit bien ce que cela veut dire et les enjeux que cela amène aujourd'hui, très important, de retrouver une circulation des artistes au sein de l'espace européen déjà. La deuxième chose, c'est ce lien interdisciplinaire, je le disais, entre les arts et sciences, mais aussi ces questions de réflexion, c'est-à-dire que chacune et chacun peut venir apporter des sujets. C'est un espace ouvert, en conclusion, Chantier d'Europe, de co-construction, et non pas d'une programmation faite par les équipes du Théâtre de la Ville seulement, uniquement. C'est aussi une liberté, et j'oserais alors un mot, vous allez voir, c'est pour déboîter un petit peu de l'esprit trop sérieux, un moment de fantaisie nécessaire. Est-ce que l'Europe contient une fantaisie ou elle n'est qu'identifiée à cette Europe de Bruxelles qui a l'air tellement ennuyeuse pour beaucoup de concitoyens, avec un drapeau plein d'étoiles que plus personne ne regarde? Ce sont des étoiles qui ne font plus rêver, on le sait. Donc si on ose mettre des étoiles, eh bien, il faut que le rêve des étoiles brille, scintille à nouveau. Alors c'est bien gentil ce que je viens de dire, il faut le construire ensemble. Pour moi, les chantiers d'Europe doivent être construits ensemble. Vous ne pouvez pas porter un projet européen, nous ne pouvons pas le porter si nous le décidons ici au Théâtre de la Ville, dans notre tour de décision. Donc ça, c'était ce chemin-là qu'on a essayé d'emprunter. Donc là, il y a une urgence de construction pour prendre le temps de construire le moyen long terme. Sinon, l'idée que tout ira tout droit, Zemmour l'explique, il faut sortir de cette pensée. La vie est paradoxale, elle est faite de contradictions, et à nous de trouver une voie équilibrée pour que le dialogue et les échanges, contre l'invective dont parle Camus, contre ce monde médiatico d'invective, de haine même prononcée, puissent être toujours contrecarrés. Je veux dire, ça c'est le rôle des intellectuels, des artistes, de la citoyenneté, y compris au sein de l'Europe, et c'est un travail très difficile à faire, et il nous attend tous. Donc l'idée d'une Europe paisible, c'est une idée trop simple, c'est une Europe agitée, moi je pense, mais dans laquelle nous devons être en capacité de construire des temps. Donc ça, c'était Chantier d'Europe, ça sert à ça. Je vous invite à y participer et à avoir des idées. Envoyez-nous des projets, on étudie, on travaille, on va le faire à plusieurs. Je pense que c'est un rendez-vous qu'on peut se donner ensemble. Il ne m'appartient pas, il n'y a pas de propriétaire. La deuxième chose, ça a été la charte qui en est née. Nous avons créé avec Jean Audouze, astrophysicien, Abdel Malik, le rappeur, donc avec chanteur, créateur, metteur en scène, réalisateur, et puis d'autres, un rendez-vous pour créer ce que nous avons appelé la charte 18-21, c'est-à-dire avoir 18 ans au 21e siècle. C'est-à-dire, finalement, le passage d'un siècle à l'autre. J'ai parlé des réseaux culturels, artistiques fabriqués par des lieux de théâtre, donc des lieux de réunion, des lieux aussi où l'humain est au centre. Eh bien, comment construire des nouveaux réseaux et des nouvelles relations au sein de cet espace européen et pour ce 21e siècle, avec, par la démarche inclusive, avec la jeunesse du 21e siècle. Et donc, vous leur dites quoi dans cette charte ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on nomme la jeunesse d'un siècle ? On a cité le mot humanisme, donc peut-être c'est là aussi l'ambition avec nos amis italiens
de travailler à un nouvel humanisme pour le XXIe siècle. Donc la question de l'environnement est posée dedans, la question des arts, le pont entre l'art et la science. Comment la rupture entre les arts et les sciences qui ont été mises en place au XIXe siècle peuvent être repensées au XXIe siècle. Comment nous travaillons avec la ville de Florence et un partenariat autour de cette charte avec l'Université de Florence, avec le théâtre de la Pergola qui a été construit au XVIe siècle, avec la jeunesse de Florence, avec la jeunesse à Lisbonne, la jeunesse à Berlin, autour de ces problématiques entre les arts et les sciences, les connaissances. L'astrophysique, la neuroscience, la biologie ont été pour l'instant les éléments les plus travaillés jusqu'à ce stade. Comment nous travaillons sur l'héritage, et je n'irai pas plus loin sur la question de l'héritage, et de ce passé présent pour construire ce présent futur, ou comment rendre le futur dans notre présent, comment notre présent construit le futur. Aujourd'hui, cette charte va être entièrement refaite suite au Covid, puisque nous avions prévu de travailler les années 20 comme des années essentielles lorsqu'on a posé cette charte en 2018, 2019, et entre-temps, il y a le Covid. Donc, on doit retravailler avec tous les partenaires, il s'agit de 10 partenaires européens, dans ce réseau européen avec lesquels nous avons construit depuis maintenant 5 ans, 6 ans, ces relations. Voilà, donc cette charte permet d'être un socle aussi pour porter des projets. Serge, vous pouvez nous dire rapidement votre regard sur ces propositions diverses et foisonnantes, hein. Et puis après, on parlera peut-être de la science dans l'Europe. Quand j'ai lu la charte, parce que je l'ai lu effectivement en entier, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on a un constat qui est partagé. Alors, ça m'étonne pas tellement, mais c'est bien, c'est rassurant de voir que nous aussi, on est parti de ce constat de la montée des nationalismes, de l'extrémisme, des questions qui nous sont posées par les jeunes, par les étudiants qui rentrent dans nos cursus et qui sont naturellement de plus en plus engagés, de plus en plus préoccupés par les enjeux sociétaux, par exemple la question de l'environnement que tu évoquais et encore d'autres, et puis aussi toutes les questions justement autour de l'Europe dans un monde en perpétuelle perturbation, et évidemment c'est un chemin un petit peu difficile et chaotique, mais sur lequel on doit essayer d'avancer tous ensemble. Donc, ce qu'on a souhaité mettre en avant dans ce projet d'université européenne, c'est vraiment de construire une culture commune basée sur des valeurs communes, en engageant l'ensemble de nos communautés. Donc, on a une petite difficulté qui est que, bien sûr, on souhaite être inclusif, mais pour déployer, pour vraiment être très concret, par rapport aux objectifs qu'on se donne en termes de réalisation, par exemple, de curricula, d'actions de recherche, d'organisation d'événements, c'est difficile de le faire avec un réseau qui est très grand. Donc, en fait, nous, on sépare le partenariat dans l'université européenne de toute la communication et la dissémination qu'on doit pouvoir développer pour atteindre une communauté, évidemment, beaucoup plus large. Et ce qu'on essaie également de cultiver, ce sont les lieux. C'est quelque chose d'important pour toi aussi. Donc, nos campus sont des lieux qui, effectivement, représentent un espace complètement ouvert pour l'ensemble de nos communautés. On revient à cette question de la libre circulation. C'est pour ça qu'on ne parle pas de mobilité. Donc, c'est exactement les mêmes principes. Après, effectivement, la question qu'on s'est posée, avant d'en venir à la science, c'était... c'est important de mettre en avant cette volonté de s'affirmer comme une université européenne. C'est important de contribuer parce qu'il y a une co-construction entre l'Europe et les États membres sur des aspects de politique. Si on veut faciliter la circulation, il faut quand même aussi mettre en place des éléments de politique co-construite entre l'Europe et les États membres pour que cela puisse se faire plus facilement. Et donc, ce qui a été important pour nous, c'est de comprendre ensuite comment on peut transformer ça en action concrète, perçue par les étudiants et par l'ensemble de nos communautés. Donc, typiquement, et là encore, la perception la plus courante quand même dans nos établissements et dans nos communautés, c'est que l'Europe, c'est quand même hyper bureaucratique, très compliqué, et si je peux éviter de le faire, c'est quand même mieux. Y compris sur ce qu'on appelle la mobilité étudiante aujourd'hui. Évidemment qu'Erasmus a eu un impact fondamental, politique aussi, de développement de ce brassage, de cette interculturalité, mais en fait, ça touche un tout petit nombre d'étudiants et ça nous donne un travail relativement conséquent pour être capable de mettre en action, en fait, cette mobilité étudiante, en particulier au sein de l'Europe.
Est-ce que vous avez déjà des thématiques de recherche, des tentatives de formation en commun que vous allez tenter de porter ? Si, on a justement le premier travail, ça a été de se dire que cette alliance ne pouvait pas être sur tout, parce que sinon on a un discours qui est pas suffisamment porteur et qui se dilue dans l'ensemble des thèmes qui sont portés par Sorbonne Université. Et en plus, c'est une politique qui doit faire écho à ce qu'on met en avant dans chaque établissement. Et donc on a finalement convergé vers 4 grands thèmes. Dont vous me parlez tout à l'heure. Donc ces 4 grands thèmes, à nouveau, correspondent à des préoccupations à la fois en termes de nécessité d'avancer des connaissances, mais aussi en termes de formation et en termes de dialogue au sens large. Donc il y en a un premier qui concerne la santé et les évolutions démographiques dans un environnement urbain. Donc ils sont tous pluridisciplinaires. Le deuxième, c'est l'Europe dans un monde en changement. Donc, comprendre et engager les sociétés, les économies, les cultures et les langages. Le troisième, c'est celui qui est lié à la transformation numérique de nos sociétés et des bouleversements que cela peut introduire. Et le quatrième, c'est la biodiversité et le développement durable. Donc, on a ces 4 grands thèmes qui nous ont permis d'organiser nos communautés d'enseignants-chercheurs. Et pour chaque thème, la question qu'on s'est posée, c'est en particulier, est-ce qu'on a des curricula qui sont bien articulés entre les établissements et qui permettent effectivement de former les nouvelles générations d'étudiants qui s'intéressent à ces sujets. Donc, on est parti des compétences nécessaires et on est en train de construire ensemble ces curricula. Alors, sur le volet recherche, ça se construit aussi, c'est très bottom-up, puisqu'on a délégué évidemment la responsabilité de la feuille de route recherche à nos communautés, puisque ce sont elles qui sont spécialisées, qui sont capables justement d'identifier les enjeux et de mobiliser les compétences. Et ça passe par une pluralité de sujets en fonction justement des préoccupations. Donc, pour peut-être faire écho à quelques éléments qui ont été évoqués par Emmanuel, par exemple, la pluralité de mémoire en Europe est un thème qu'on développe ensemble depuis 2 ans et qui permet justement d'avoir ces regards croisés de nos enseignants-chercheurs sur tout un ensemble de domaines. Un sujet très important aussi, alors moi j'ai qu'une nationalité, je suis français, mais je suis issu d'une grande famille de nomades, d'une famille de grands nomades, et donc la question des migrations est un sujet extrêmement important qu'on développe également ensemble en mobilisant les jeunes, en organisant des ateliers justement où chacun peut prendre parti et participer. On a évidemment tout un pan de travaux de recherche, mais aussi de réflexion sur les solutions, c'est-à-dire que sur la question de la transition environnementale, on n'en est plus à essayer de convaincre que c'est important et que ça va nous impacter durablement à l'avenir. On en est plutôt aujourd'hui à essayer de voir quelles solutions pratiques on peut y apporter. Donc là aussi, ce sont des sujets qui sont mobilisés dans un de nos programmes prioritaires. Et puis on a évidemment d'autres questions. Donc tout à l'heure, Emmanuel parlait de thèmes scientifiques. Donc nous, on a aussi des questions autour de l'intelligence artificielle et des aspects éthiques de l'intelligence artificielle, de la santé et d'autres. Mais effectivement, on essaie quand même de se concentrer sur ces 4 grands thèmes dans lesquels on associe étroitement les questions de formation, les questions de recherche et les questions aussi de communication pour essayer de participer un peu à cette question de restauration de la confiance dans la science. Concernant les défis que va devoir affronter l'Europe de demain, je vous pose la question à l'un et à l'autre. Pour vous, quels défis vous identifieriez chacun pour l'Europe et puis surtout, quelles pourraient être les façons d'y répondre? Avec tout ce que nous disons aujourd'hui dans l'échange, je pense qu'il est bon de nous rappeler à tous que si nous prenons l'Europe, si nous prenons les rapports art-et-sciences, si nous prenons nos questions de citoyenneté, nous sommes dans un monde qui aujourd'hui est complexe. Nous étions dans une Europe qui s'est construite, je dirais, entre la France, l'Italie, l'Allemagne. Donc nous devons aujourd'hui faire l'effort d'une clarté dans un monde complexe, sans simplification, et accepter alors cette complexité.
Ça, c'est un des défis. Je veux dire, un des défis que chacun doit poser à lui-même et dont nos institutions ne sont pas toujours garants de l'approche faite de complexité. Ou de la simplification aussi, nous-mêmes, dans nos propres champs, nous devons nous interroger dessus. Quand je prends la question du défi pour un théâtre, pour essayer d'être concret, pour pas rester dans une parole politique générale, mais concrètement, comment agir ? Eh bien, il me semble que dans un théâtre, d'introduire aujourd'hui un espace art et sciences permet de mettre en dialogue et en échange pour des auteurs, des acteurs, des chercheurs scientifiques, un endroit où nous allons ensemble questionner avec des étudiants, ce que nous avons mis en place par exemple, et c'est un défi, nous avons mis en place une académie santé-culture avec des étudiants en médecine et qui travaillent avec leurs enseignants, chercheurs en neurochirurgie par exemple, avec nous au théâtre. C'est-à-dire, au théâtre, ça veut dire quoi ? Dans un lieu où nous pouvons interroger des textes, où nous pouvons interroger des pratiques et interroger des projets à construire ensemble et tenter de les réaliser. Donc, nous allons, par exemple, revisiter une pièce de théâtre au mois de juin à partir des textes de Ionesco avec des acteurs qui l'ont travaillé, mais cette fois en travaillant du point de vue de la relation au patient, au médecin, à la maladie. C'est-à-dire le défi, alors, de qu'est-ce que c'est que la maladie dans les années qui viennent et comment nous intégrons la relation entre le normal et le pathologique. À quel endroit nous interrogeons notre propre manière de regarder la maladie et nous l'intégrons dans notre démarche. Voilà, ça c'est un exemple concret, c'est un défi, je n'ai pas les réponses, c'est un chemin que nous allons emprunter avec des chercheurs, avec des médecins, avec des artistes. Notre rapport à la maladie, au vieillissement, au nombre de personnes sur la planète, à l'environnement, nous devons modifier des pratiques. Le défi, alors, c'est aussi de modifier nos pratiques individuelles, mais nos pratiques collectives. Quand on a créé le Festival d'automne, Michel Guy crée le Festival d'automne dans les années 70, le défi à ce moment-là, c'est d'amener en France le monde des arts à travers le Japon, les États-Unis, de montrer qu'il y a une contemporanéité de la recherche en art qui se fait ailleurs et qu'il faut être au contact de cette friction pour interroger sa propre pratique. C'est-à-dire notre regard sur l'autre et comment on a accès. Le défi, alors, c'est cette question de l'accessibilité et de l'accès pour tous à des niveaux de connaissance, de responsabilité, c'est-à-dire de répondre de tes propres choix, de nos propres possibilités, pour construire quelque chose qui soit, comme on dit, positif et qui inclut une jeunesse. Comment le faire ? On a besoin alors de mettre en place des nouveaux dispositifs, des liens interministériels, ça c'est au niveau de l'État. On n'a pas vu beaucoup d'échanges, je vais le dire, entre le domaine de la santé et de la culture pendant la crise Covid. Il sera important de le faire. Nous ne sortirons pas indemnes de cette période. Ça ne sera pas juste un temps passé. Ce temps aura des conséquences. À nous de commencer à y travailler pour faire le plus attention. Et le nouveau défi, alors, sera notre capacité à prendre soin, si je devais le résumer, les uns des autres. Merci à tous les deux pour ces échanges et pour vos regards d'Européens convaincus. On a pu voir comment les universités et le monde de la culture peuvent avancer des pistes pour inclure la jeunesse européenne. Une inclusion qui passe par la circulation des personnes, circulation des projets culturels, circulation des sciences et de la recherche. C'était l'ultime épisode de cette série. Merci à toute l'équipe des Festives pour la réalisation de ces podcasts, ainsi qu'à l'ensemble de nos intervenants. 8 personnalités en quête d'avenir, des podcasts de Sorbonne Université.